Bonjour à tous, cette vidéo dans le cadre de votre projet d'électronique numérique à l'ESEO vous permettra de gagner du temps et de comprendre un certain nombre de choses avec l'outil Altium Designer puisqu'il s'agit ici de présenter un exemple de projet sur la base du projet qui est fourni et, jusqu'à ce qu'on réalise complètement le routage de cette carte électronique. Alors on commence avec ce schéma fourni où votre premier objectif lorsque vous avez conçu votre cahier des charges consiste à faire le ménage, hein. L'idée, c'est de partir d'un schéma trop complet pour enlever ce qui est en trop et éventuellement ajouter ce qui manque. Alors dans mon exemple, je vais supprimer l'écran LCD 2x16 puisque je considère que j'aurais besoin d'un écran mais que je partirai plutôt sur l'écran TFT tactile. Je vais conserver une LED pour le principe, hein, c'est souvent utile. Je vais garder également un bouton poussoir. Très important, je conserve la communication UART qui est simplement un connecteur femelle 6 points, ou d'ailleurs je pourrais mettre éventuellement un connecteur mâle, hein, mais l'idée là c'est vraiment de venir plugger soit un module Bluetooth, soit directement un petit connecteur qui permet de relier au PC l'UART2 du microcontrôleur et donc de favoriser éventuellement le débogage. Je vais conserver un driver de moteur à courant continu, alors on pourra en mettre plusieurs, je vais en laisser un seul. Je vais supprimer ce transistor PMOS, je n'ai pas particulièrement de besoin dans mon contexte. Je vais supprimer également ce gros transistor traversant. Je peux garder le pilotage d'une charge quelconque inférieure à 2 ampères. Alors imaginons que ma charge ce soit plutôt un ventilateur et que ce ventilateur je l'alimente plutôt avec l'alimentation VCC par exemple, comme ceci, voilà. Donc cette même alimentation qui sert ici en haut à fabriquer le 5 volts avec le régulateur de tension. Je vais supprimer le servomoteur. J'ai déjà mis un moteur à courant continu. Je vais supprimer le capteur de température dans mon contexte. Et puis, je n'ai pas besoin de ces capteurs analogiques. Je vais par contre conserver l'accéléromètre. J'ai été un peu violent. On va faire comme ça. Voilà. Donc, je conserve cet accéléromètre. Et puis, je vais conserver la partie LED WS2812, là, le ruban de LED. Alors, que ce soit un ruban ou une matrice de LED, constituée de LED intelligente, on va dire, WS2812. Parce qu'on remarque ici une petite porte E qui est en fait montée en porte oui, hein. Quand je relis les deux entrées de la porte E, c'est finalement une porte oui. On voit sa partie alimentation qui est sur le schéma séparé de sa partie opérationnelle. C'est une pratique assez courante sur les schémas, hein. Quand on a un boîtier qui contient plusieurs portes logiques, ça nous évite d'avoir plusieurs fois l'alimentation. Le fait de séparer ces deux parties, mais attention, le nom est bien le même là, U-end et U-end, montre bien que c'est le même composant. La partie A de ce composant et la partie B de ce même composant physique. On voit bien les numéros des broches, 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette matrice de LED qui dispose de son alimentation sous forme d'une autre douille banane. C'est également le cas lorsque vous avez des servomoteurs ou des composants qui consomment beaucoup de 5 volts parce qu'on n'a pas envie de tirer trop sur le 5 volts produit par le régulateur de tension. Ici, l'ensemble de l'alimentation de la carte, de la partie commande de la carte arrive, est fourni par ce 5 volts. Mais du coup, ce régulateur, imaginons qu'à l'entrée, j'ai, dans le meilleur des cas, 7 volts, puisque je ne peux pas fabriquer 5 avec un 7805 si j'ai pas au moins 7 volts, ça me fait une chute de tension, un drop-out voltage de 2 volts. Ce 2 volts multiplié par le courant consommé sur cette ligne de 5 volts, bah, ça provoque un échauffement de ce régulateur qui peut être assez énorme, voire l'emmener en limite thermique. Hein, si jamais je consomme jusqu'à 1 ampère, 1 ampère x 2 volts, j'ai déjà 2 watts dans le composant là, c'est énorme. Donc il faudrait plutôt considérer qu'au-delà de quelques centaines de milliampères, on atteint notre limite. Ce régulateur reste nécessaire si vous tirez beaucoup sur le 3.3. Beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose, mais là aussi de l'ordre de grandeur de la centaine de milliampères. C'est le cas de cet écran TFT. Hein, il y a une conso autour de 100 milli, notamment à cause de son rétroéclairage sur l'entrée LED. Alors une fois qu'on a conservé les périphériques qui nous intéressent, on va devoir faire le ménage sur les net labels, c'est-à-dire le nom de chaque fil, puisqu'on voit que sur mon schéma initial, il y a quelque chose qui est absolument illégal là, c'est qu'on a plusieurs net labels par fil, ce qui, d'un point de vue du schéma, est quand même franchement pas propre. C'est fait exprès pour qu'on puisse faire le ménage ensuite sereinement. Alors, on a enlevé l'écran LCD, donc on enlève tout ça, on a enlevé le servomoteur,
Alors sous Altium, hein, quand on sélectionne à partir de la droite, il prend tous les objets que j'ai touchés dans ma sélection et pas que j'ai englobés. Quand je sélectionne à partir de la gauche, il prend uniquement les objets que j'ai englobés. J'ai enlevé le clavier matriciel, j'ai enlevé les MOSFET, alors j'ai conservé le 1, oui c'est ça. J'ai conservé le pont H sur l'entrée PWM3N et PWM3. Alors si ça m'arrange, je peux inverser ici, hein. Mais par contre, évitez de mélanger les, les canaux entre eux pour des raisons qui sont expliquées dans périphérique.pdf. Donc PB15 et PA10, je conserve le 3 et j'enlève le reste. Comme ceci. J'ai conservé le bouton. J'ai gardé évidemment l'écran TFT. J'ai gardé la LED. J'ai supprimé le capteur à ultrasons. Alors je peux laisser PB4, PB5 éventuellement pour nommer les nets même s'il n'y a plus rien dessus. J'ai conservé l'I2C qui est le bus de communication qui discute avec l'accéléromètre notamment. J'ai supprimé ces capteurs là. Tant que j'ai maximum un net par fil, tout va bien. Sinon ça sous-entend qu'il y a le gros risque d'un conflit. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. J'enregistre mon schéma et je me rends dans la partie PCB. Alors, il faut bien avoir ouvert le projet. Si on n'a pas ouvert le projet, on peut avoir ouvert le schéma de façon complètement free document, hein, le schéma nu. Mais du coup, quand je vais aller dans le projet, je ne pourrai pas importer, puisque on ne peut pas importer si les deux éléments ne font pas partie d'un même projet actuellement ouvert. Donc à partir de ce schéma, de cette partie routage, je vais commencer par lire les consignes. Alors première consigne, on me suggère de désactiver la fonction online DRC. Ce qui est à mon sens un côté assez pratique, sinon l'online DRC a tendance à râler à chaque fois que je fais une bêtise, et les bêtises, quand on est en train de développer, on en fait un peu tout le temps, et c'est un peu normal. Donc online DRC est correctement décoché. Ok. Éventuellement, s'il y a des choses qui sont des marqueurs d'erreur en vert, et qu'il y a du vert partout sur votre dessin, on peut faire Tools, Reset, Error, Markers. Bon, là, j'avais pas d'erreur. Ensuite, on me suggère de déplacer les plans de masse. Donc en sélectionnant la couche top, je prends le plan de masse qui est côté top et je le sors de la carte. Et pareil, la couche bottom, je le sors de la carte. Ça permet de les garder pour plus tard. Ils sont correctement configurés. Ça évitera de les supprimer et de les recréer, comme c'est un petit peu pénible. On n'a pas beaucoup d'expérience, donc on y gagne à ne pas se prendre la tête avec ça pour pas faire des plans de masse n'importe comment. Si ces couches-là sont visibles ou gênantes, on va masquer la couche mécanique 1. C'est vrai que ça pourra apporter un petit peu de clarté. Ça enlève le rose là sous tous les composants. Alors sur cette couche mécanique 1, on avait également le contour de carte, mais on y reviendra quand on sera amené à refaire le contour de carte. On nous demande de mettre notre nom à la place de nom du binôme. Alors nom du binôme à saisir, vous n'êtes pas obligé de conserver nom du binôme, mais on peut faire quelque chose du style étudiant 1, étudiant 2, également au verso étudiant 1, étudiant 2. Alors c'est l'occasion de bien vérifier que sur la couche top, on a du texte qui est écrit dans le bon sens, et sur la couche bottom, on a du texte en miroir, puisqu'une fois que la carte est fabriquée, ce texte miroir devient visible. Alors pour l'instant, je sors le texte du PCB, je verrai à la fin où il me reste de la place pour le placer. Consigne suivante, la taille de piste minimale configurée par défaut. Alors effectivement, dans Design Rules, on vous suggère une taille de piste dans Routing là, qui est par défaut de 40 et en minimum à 20. Alors je vais autoriser dans mon besoin un minimum à 12, ce qui est acceptable, à condition de ne pas le faire trop souvent, parce que ce serait multiplier les risques, hein. C'est évident qu'on préfère des tailles beaucoup plus larges pour être tranquille. Avec notre méthode de fabrication, c'est plus safe. Et puis en clearance, je vais également être amené à baisser. Je le ferai plus tard pour faire une majorité de mes routages avec une clearance assez large, c'est-à-dire la distance entre deux pistes assez large. Ponctuellement, on sera amené à baisser. Une fois que j'ai fait ça, je vais importer les changements de mon schéma. Design, Import Changes From. Alors n'allez jamais dans Update Schematic in Project, hein.
Ça reviendrait à faire l'inverse, c'est-à-dire une modif que j'aurais faite dans le routage, de la porter dans le schéma. Ce qui n'est pas très recommandable. Donc continue. Alors validate, execute. Alors à l'étape de validate, ça peut être normal d'avoir des erreurs. À l'étape d'exécution, normalement, il n'y en a plus. Sinon, c'est a priori souvent un problème de librairie. Assurez-vous d'avoir bien importé les librairies. Alors une fois que j'ai fait ça, donc là le travail a déjà un petit peu été fait dans le projet fourni, mais l'idée c'est vraiment de regrouper comme ici par groupe, par bloc, chaque fonction élémentaire. Le fait de faire ça, ça permet de gagner énormément de temps ensuite au placement, et surtout ça permet de bien s'interroger sur les placements relatifs de chaque composant par rapport au microcontrôleur. Alors le microcontrôleur ici, je pense qu'il n'est pas trop mal positionné, c'est-à-dire que on arrive à imaginer qu'autour de lui, on va pouvoir mettre tous les composants. Là, il est franchement pas mal. On va le laisser par là. L'alimentation, je m'en occupe pas tout de suite. Je verrai où il reste de la place. Il y a toujours un moyen de mettre les choses après. Et puis pour chaque sous-bloc, je vais regarder ce qu'il relie au microcontrôleur, en oubliant un petit peu les alignes. Donc je vois ici que j'ai un premier bloc UART, il a franchement envie lui d'être plutôt en bas. Alors pensez également à l'encombrement de ce que vous allez plugger là-dessus. Si c'est un connecteur ou ici un module Bluetooth par exemple, le module Bluetooth il a une certaine épaisseur qui dépasse ce connecteur. Donc si je fais quelque chose comme ça, potentiellement je m'expose à un conflit mécanique entre le module Bluetooth qui sera branché sur ce connecteur et ma Blue Pill. Donc là, je vous renvoie aux dimensions de votre module, ou si on a un petit peu d'expérience, on sait qu'on va le mettre par là, et j'anticipe un peu la suite, vous le verrez, je gagne un peu de temps, je vais me mettre par là. L'écran TFT, alors lui mécaniquement il a une position qui doit être dans le bon sens, si j'ai des boutons plutôt les mettre en dessous, un clavier plutôt en dessous, ce genre de choses. Bon, j'ai envie de le placer à droite du microcontrôleur, parce qu'on voit qu'il a des pistes qui sont reliées et en haut et en bas, donc il va falloir de toute façon décroiser des affaires. Donc je vais le mettre à peu près par là, en espérant que je sois pas trop près et que j'arriverai à me décroiser dans cet espace restreint. Il sort de la carte pour l'instant, alors on verra si on agrandit la carte ou pas. C'est pas forcément dramatique de le faire sortir de la carte, si ce n'est qu'il faudra supprimer les pads qui ne sont pas utilisés ici pour éviter que ces pads-là arrivent sur la carte du voisin. Le MOSFET qui est là, on voit qu'il a plutôt envie d'être en haut là, pour être lié à cette branche-là du microcontrôleur. Alors je vais faire attention déjà à sa position relative par rapport au bloc moteur. Là, est-ce que lui il a plutôt envie d'être à gauche ou à droite? C'est pas évident. Plutôt à gauche d'ailleurs. Mais avec un croisement que je vais essayer d'annuler. Et puis comme ce sont des connecteurs qui sont des borniers à vis, on va essayer de les mettre en bord de carte et accessibles. C'est-à-dire que là-dedans on met des fils. Si ce connecteur il est complètement au milieu de la carte ou l'un contre l'autre, on ne pourra pas relier correctement nos fils. Le bloc matrice de LED, on voit qu'il a plutôt envie d'être d'ailleurs à droite, hein, pour éviter le croisement avec le pilotage de ce transistor MOSFET. Et puis là aussi, il s'agit d'un connecteur qu'on a plutôt envie de placer comme ça. Et comme on a un conflit avec l'écran, on va vite être embêté. Alors peut-être qu'on pourra agrandir la carte et puis venir mettre notre connecteur sans doute par là avec le condensateur de découplage pas trop loin. A priori, il peut avoir sa place par là, quelque chose comme ça. J'éloigne le petit carré qui peut nous servir à mettre une vis pour tenir la carte. Et oh, allez, j'irai le mettre jusque là et j'agrandirai ma carte jusqu'à l'écran. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc là, on a un placement qui est pas trop mal. Alors, on repère ici un condensateur de découplage qu'il faut mettre à proximité immédiate de ce qu'il découple. Il y a également des condensateurs de découplage au niveau des alimentations. Il serait très facile de les mettre tous dans un coin de la carte, mais ça n'a absolument aucun sens. Le but, c'est de filtrer des alimentations pour rendre ce potentiel-là stable à proximité immédiate de quelqu'un qui le consomme. Donc, il faut être naturellement à proximité immédiate, il n'y a pas le choix. L'accéléromètre, je vais le mettre par là. Bon, pour l'instant, il déborde un peu, ce qui peut éventuellement me suggérer de remonter un petit peu tout le monde là pour pas qu'il déborde. Et puis, il me reste un bouton poussoir que je vais placer plutôt en bas. On va le retourner un petit peu. Voilà, il a envie d'aller chercher PB12 lui. PB12, il est juste ici. Donc on sera obligé de traverser, ou alors éventuellement on changera son port d'attache, ça peut être intéressant d'aller le mettre sur un autre port et peut-être de faire quelque chose comme ça. Comme ça peut être pas mal. J'anticipe un peu la suite là aussi. Je vais faire quelque chose comme ça et je vais plutôt choisir la broche 17 ou la broche 16. Là, on voit qu'on serait directement à proximité. Donc c'est l'occasion de vous montrer que parfois on peut modifier notre schéma en fonction de ce qu'on observe sur le routage,
attention à pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, euh, l'ensemble des broches du microcontrôleur peuvent servir d'entrée et sortie numérique. Alors, l'ensemble des broches, sauf bien sûr les broches d'alimentation, la broche N-Reset ou VBAT. Et puis c'est ces deux-là, là, C14, C15, où il y a déjà des quartz à l'intérieur sur la Blue Pill, donc il ne faut pas trop l'embêter. Mais grosso modo, elles peuvent toutes faire entrée-sortie numérique. Alors il y a un classeur que vous pouvez consulter pour choisir les ports de votre microcontrôleur. Il est généralement affiché en labo, mais vous l'avez également sur le campus ou dans les ressources, et qui vous donne l'usage possible de chaque broche. Par exemple, la broche PA10, elle peut être utilisée comme PWM3, parce qu'il y a le timer 1 canal 3 là qui est ici. Elle peut être utilisée comme UART1 sur l'entrée RX, et c'est vrai ainsi pour toutes les broches. Hein. Si vous cherchez un bus SPI, vous pouvez aller le chercher par exemple sur les broches PA567, ou bien avec un remap sur les broches PB345, ou pourquoi pas le deuxième SPI sur les broches PB131415. Et en jouant comme ça en fonction de nos besoins, on arrive à répartir les choses comme on veut. Mais c'est vrai que si vous voulez déplacer les ports par exemple du SPI, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle broche, il faut vraiment être sur un ensemble cohérent de broches comme ici. Et puis à côté là vous avez le pinout correspondant et une vue un petit peu plus schématique, un peu plus jolie. Alors nous dans notre besoin, on a vu que le bouton il aurait sa place sur PB11 pour limiter un peu les croisements. Donc je vais renommer ce net là, toujours de façon informative, hein, j'aime bien mettre le nom du net plutôt que d'appeler juste bouton, je trouve que c'est beaucoup plus parlant de mettre PB11 bouton. Et puis j'ai également vu que je gagnerais un croisement si j'inverse pour ce point H les deux nets ici. Ça change rien, hein, le moteur sera piloté à l'envers, mais il suffit de modifier dans le code, ça revient à peu près au même. Hein. Ou de modifier le branchement du moteur lui-même. Donc là ça a décroisé. Et puis là on est également beaucoup plus près qu'on l'était tout à l'heure. Bon, il y a encore pas mal de croisements. Euh, Dès maintenant, on va en profiter pour changer la taille de la carte. Peut-être que je fais ça un peu trop vite et peut-être qu'on se rendra compte qu'il faut le remodifier, mais c'est pas grave. Donc je raffiche la couche mécanique 1, je modifie le contour de carte qui est sur cette couche mécanique, et puis je sélectionne les 4 segments qui constituent mon contour de carte en choisissant Design, Board Shape, Contour. Alors parfois c'est écrit non, il y a autre chose, il y a définir les contours de carte d'après l'objet sélectionné, quelque chose comme ça en anglais. Ça dépend de votre version d'Altium exactement. Et l'alimentation qui me reste à placer. Alors elle devrait trouver sa place, hein, si je tasse un peu les choses. On devrait trouver un peu de place dans le trou à gauche en haut. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Il devrait y avoir assez de place. Alors d'abord le bloc d'alim dans son ensemble. On voit que le 5 volts il est plutôt bien placé. La masse, il faudra qu'elle fasse le tour. Pourquoi pas. Le 3 volts 3 va aller vers l'écran, il est plutôt bien placé. Et puis le VCC, il faudrait qu'il passe par en haut. Alors on peut être tenté éventuellement de mettre ça comme ça. Dans ce sens-là, ça peut être pas mal. Ça va nous mettre les borniers là en limite de carte en haut, ce qui est plutôt pratique. Alors pas trop les approcher les uns des autres et considérer qu'il y a des écrous en dessous qui peuvent également être un petit peu épais, donc on va pas approcher trop les pistes de ces borniers. Là on doit pouvoir descendre un peu. On a un premier placement qui limite les croisements, on verra s'il s'avère pertinent, mais d'emblée ça me semble pas trop mal. Un petit contrôle en vue 3D pour vérifier que les connecteurs sont accessibles. Bon, le bouton n'a pas l'air trop mal placé par rapport à l'écran. Voilà, ça donne une première vue d'ensemble. La room là qui peut être embêtante, c'est un petit carré. On n'a pas l'usage trop nous dans notre schéma simple. Hein. C'est très pratique quand on a des PCB avec beaucoup de répétitions ou de zones similaires. Je la diminue au maximum pour pas qu'elle m'embête. Et puis on va commencer le routage. Donc je choisis avec CTRL W de commencer le routage. En route évidemment côté bleu, c'est-à-dire sur le bottom de la carte. Beaucoup d'erreurs sur vos premiers PCB sont faites parce que naïvement évidemment hein, on route beaucoup de choses côté rouge. Altium il est content. Sauf que dans notre façon de fabriquer les PCB, les trous ne sont pas métallisés. Ça veut dire que d'un côté à l'autre de la carte, quand il y a un trou, il n'y a pas de liaison électrique. Donc notre pad va faire la liaison électrique, mais on ne peut pas souder en glissant le fer à souder entre un connecteur et la piste qui serait éventuellement sur le top.
ce qui nous oblige à router l'ensemble des pistes côté bottom, ou du moins l'ensemble des pistes qui arrivent sur les composants traversants. On verra tout à l'heure ce qui se passe quand on a besoin de passer côté top. Alors je vais commencer par les signaux qui ne sont pas des alimes, hein, par définition, parce que les alimes, il vaut mieux vraiment terminer par les alimes. Il y a toujours plein de façons de les faire passer. Alors mon habitude, c'est de faire des pistes les plus grosses possibles tant qu'elles ne gênent pas le positionnement des composants ou des autres pistes. Alors, on peut faire quelque chose comme ça. J'arrive à proximité de ce composant CMS là, en diminuant un petit peu la taille pour être à peu près raccord avec la taille de la pastille. Alors j'ai dit que je terminais par les masses, mais bon, là c'est à proximité immédiate donc c'est facile. Là également, je vais router ce truc là. Je vais Shift W pour arriver avec une grosse piste sur cette pastille là, amener un petit peu de solidité. Je continue avec ça en 50 également. On va essayer d'emmener ça à peu près ici. Je vais diminuer la taille pour sortir proprement de ce composant CMS pour avoir des, comment dire, des pistes qui épousent assez directement l'état des broches. On ne va pas avoir une piste 10 fois plus grosse que la broche, hein, ce serait un peu sale. Peut-être que ça pourrait être intéressant, je vais essayer, je ne sais pas trop, de mettre le condensateur de découplage comme ça. On est un peu limite en taille, mais je pense que c'est jouable. Alors on a l'impression visuellement d'un conflit, hein, mais quand on regarde la vue 3D, on voit bien que le condensateur, bah, il est tout seul sur sa couche top, et que le composant CMS, il est ici. Finalement, il pourra largement se glisser à cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi je fais ça? Pour diminuer au maximum la distance entre le condensateur de découplage et le composant. C'est ce qui favorise un meilleur découplage. Alors là, il est à peine content. Il va falloir que j'améliore la clearance, que je rende la clearance moins stricte. Pour y arriver, je ferai ça tout à l'heure. Donc je continue, toujours les pistes les plus grosses possibles, c'est ce qui évite d'avoir beaucoup d'embêtements. Voilà. Le 5 volts ici peut passer par l'extérieur. Alors, tu commençais pas par les alimes, mais sur des alimes aussi simples que ça, avec pas grand chose, c'est pas forcément gênant. On peut être tenté ici de choisir finalement d'inverser le sens du condensateur. Mettez toujours en doute votre placement au moment où vous routez. On voit trop souvent des placements, et c'est logique hein, pour des premiers placements, où on place un peu n'importe comment, et puis on fait le routage, puis en fait on fait plein de bêtises, et c'est pas mieux. Bon, je me rends compte que c'était pas la meilleure des idées. Le GND, là, il se trouve assez loin de ce condensateur de découplage, donc je refais en choisissant de passer le 5 volts par en dessous, ce qui permettra au GND tranquillement de passer en haut. Voilà. Je vais descendre un petit peu ce connecteur. Vous voyez la petite, le cercle bleu là, c'est pour éviter d'aller emmener des pistes à l'intérieur de ce cercle. L'écrou qui est sous cette douille banane pourrait provoquer un court-circuit. Alors ici, ce placement du pont en H, il est plutôt malin, c'est ce que je vous recommande. Avec des pistes en 25, on peut comme ça passer à l'intérieur sous le pont pour attaquer directement le bornier du moteur. Ça permet, si on a plusieurs ponts H, d'ailleurs de les mettre les uns à côté des autres et de faire le VCC qui traverse cette suite de ponts H. Bon, moi j'en ai qu'un. Voilà. Le condensateur de découplage, il reçoit directement les alimes à proximité immédiate et ça, c'est plutôt cool. Partant du microcontrôleur, on a dit qu'on allait prendre une grosse piste pour être tranquille. J'aime bien arriver par l'extérieur du composant, vous voyez, plutôt que par l'intérieur quand je peux. Parce qu'avec le fer à souder, on est plus à l'aise ensuite de faire ça. On n'aime pas les angles droits. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Alors certains vous diront hein, que les ruptures d'impédance en changeant la taille de piste, c'est pas extra, mais à nos fréquences, ça pose vraiment aucun problème. On est plus sur la solidité de notre montage, d'autant plus qu'on a une carte qui n'est pas vernie, pas protégée. C'est ça qui est le plus important. Allez hop, une petite masse en passant. L'UART, ici c'est assez facile, hein, on est quasi en face. Donc il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, hein, je pourrais me rapprocher au maximum, mais quand vous roulez sur l'autoroute, vous êtes plutôt content d'être le plus loin possible de chaque fossé. Bah, c'est pareil, hein, plus on s'éloigne, moins on a de risque de se toucher ou qu'il y ait une boule d'étain qui vienne malencontreusement faire un contact non souhaité.
Voilà, le 3 v 3 ici, il est direct. Allez hop, on en profite pour faire quelques masses au passage. Et on va arriver à l'écran, hein, la partie la plus difficile. Je vais commencer d'abord par... non, ça je le garde pour la fin. Voilà. Alors là, il y aura fatalement des croisements. Donc on ne sait pas trop comment procéder. D'ailleurs, on voit qu'il y a des pistes, on le voit difficilement, mais il y a des liaisons entre certaines des broches là, parce qu'il y a la partie tactile en bas et la partie écran, vraiment affichage en haut, qui reçoivent le même bus SPI. Donc on aura là-dessus des contacts. Le condensateur de découplage, il est bien placé, il est au plus près. Voilà. On voit un 3 volts alors que je n'ai pas trop envie de couper. Bon, c'est très personnel. J'ai pas envie que le courant qui traverse la carte, enfin, que l'ensemble du courant du rétroéclairage de l'écran traverse la carte. Tant qu'à faire, si je peux éviter ça, c'est pas plus mal. Voilà. Alors ben, on va commencer par le haut, hein, on verra bien, ou par là éventuellement. Alors, je pense pas que j'aurai la place de tout faire en 50 là. J'ai beaucoup de pistes à passer, donc je vais plutôt rester sur du 25. Et je vais aller attaquer ces choses-là. Alors là, on voit que le DC, il peut pas y aller directement. Alors, il y a seulement une astuce que je vais vous montrer. Design, Rules. Je vais autoriser des tailles de piste à 12, ça c'est fait. Et je vais autoriser une clearance, j'ai pas voulu le faire tout à l'heure parce que je préférais attendre le dernier moment. Une clearance de 10 000. C'est faible, il ne faudrait pas que je m'approche systématiquement de tout avec cette distance aussi faible. Mais ponctuellement, bah pourquoi pas, si on fait les choses dans la mesure. Voilà, ça me permet de faire une piste en 12 là. Et ensuite de repartir en 25. Et de décroiser naturellement les affaires. Ça me gagne toujours 2 via. Et puis comme les via, c'est vous qui percez les trous, bah, on est plutôt content d'essayer d'éliminer un maximum de via, clairement. Alors là, je sais pas trop ce qui va se goupiller pour celui-là. Je vais l'emmener par là pour l'instant. On verra après ce que ça donne. Lui, je vais pas pouvoir décroiser grand-chose, hein. Je sens que je vais pas avoir le choix. Alors, euh, on pourrait faire éventuellement un... On va faire un via, il n'y a pas le choix. Je vais monter celui-là au maximum. Et puis je vais l'emmener à peu près par là. L'étoile de mon pavé numérique, si vous avez la chance d'avoir un pavé numérique. Un petit via pour aller ici. Alors je vous conseille, quand c'est possible, de les faire droit, comme ici. Ça permet, une fois qu'on est sur la partie soudure, hein, de mettre directement un bout de fil côté top, de le tirer bien fort côté bottom et de le souder sans avoir à faire un premier fil ici, un deuxième là. Bon, ça peut simplifier un petit peu les choses. Là, je pense qu'il faudra un via également. Je vais d'abord regarder ce qui se passe en bas. Alors en bas, ouais, on aurait pu être tenté de passer par en dessous si j'avais pas eu le bouton pour m'embêter ici. On peut éventuellement encore passer par en dessous en contournant le bouton. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, c'est lesquelles les pistes là? Je vois pas bien. Voilà, celle-ci. On va essayer de passer par en dessous, de voir ce qui se passe. Plutôt par l'extérieur pour celui-là ou pas, je sais pas trop encore. On peut le tenter par l'extérieur celui-là. On va le passer par là. Bon, c'est pas très joli mes affaires. Ouais, tant pis. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et voilà. Le SCK, on va tenter de le passer par là. Alors, on va redescendre en 25 parce qu'on sait qu'au milieu, on n'a pas trop de place. Bon, bah là, il est plutôt content. Et puis, bon, on va tenter, hein, on va le mettre comme ça. Je pense pas avoir barré la route au milieu à grand chose. Celui-ci, le Mozi, bah, il va être content de passer par l'intérieur également, hein. Alors, il ne pourra pas rejoindre son copain directement là, puisque là, on a un mur et là, on a un mur également. Donc, il faudra passer par un via. On a le Touch CS qui, de toute façon, doit également passer par un via. Donc, il y a quand même pas mal de via sur ce montage, on n'a pas le choix, hein. Et on peut pas modifier facilement les broches parce que la plupart sont sur des, bah, ici sur un bus SPI, donc on peut pas faire grand chose. Alors il reste celui-ci qui naturellement nous pose problème. Alors j'ai bien une astuce éventuellement à suggérer. Je vais tenter pour vous montrer que c'est possible. Je vais contourner, oh, c'est vraiment histoire d'économiser de via, mais surtout pour vous montrer l'astuce.
Voilà, comme tout à l'heure. Et normalement, je vais réussir à y aller. Alors, à condition bien sûr de modifier ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Router, c'est un peu défaire et refaire en fonction de ce qu'on observe. Voilà. Et ça me libère directement l'accès. Ah, c'est moche. Voilà. Puis évidemment, on diminue les tailles de piste sans trop se rapprocher. C'est un compromis à trouver. Voilà. On est pas mal. Il nous reste le SPI là qui est pas relié. On va être obligé de mettre à nouveau un via. Alors là, je suis un peu proche, donc je vais éloigner l'autre après. On évite de prendre trop de risques. Et puis là, je vais me mettre. Alors, soit je me mets là, soit je me mets là. Peu importe. Hein. Allez, on va se mettre, tant pis, on va mettre un peu d'angle. Voilà. J'évite de mettre mon trou directement sur le fil, tant qu'à faire. Si je fais un trou, autant me mettre à côté de la piste, puisque de toute façon, la pastille va venir au contact. Hein. Et puis là, j'ai dit que j'étais un peu près, donc je vais plutôt m'éloigner comme ça. Et on va conserver le côté un petit peu linéaire. Ce sera pas plus mal. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Ah là, ma piste bleue est un peu près du via. Je vais plutôt chercher à l'éloigner. Voilà. Ça va faciliter également le moment de la soudure. Il me reste cet accéléromètre où bah, je vais plutôt passer côté intérieur. Alors je pourrais contourner le microcontrôleur, mais bon, ça m'arrange pas plus que ça. Je me centre bien et je repars en 50. Ça permet de minimiser les moments où je suis en 12. Voilà. Et pareil pour le voisin. Toujours cette philosophie consistant à s'éloigner le plus possible pour éviter les risques de court-circuit. Voilà. Bon, on va faire quelque chose comme ça éventuellement. Bon, c'est vrai que ça rend la piste 12 un petit peu grande, mais voilà. On est pas mal, il nous reste plus que des alimes, hein, ce qui est représenté ici par des nets colorés. Donc c'est parti pour les alimes. Nous avons du 3V3 qui devra rejoindre l'écran, et là il n'y a pas 40 solutions, on sera obligé de passer naturellement par un via, par deux vias. Et on va l'emmener jusqu'ici par exemple. Alors sur des longues longueurs comme ça, on n'est pas forcément obligé de faire quelque chose de linéaire, on s'amusera pas de toute façon à mettre un fil. On mettra bien un petit bout de fil ici sur le via et un petit bout de fil ici également à l'intérieur du via. Voilà. Alors le fait de positionner ces régulateurs comme ça dans l'alignement, ça rend le câblage, le routage des masses super facile. Le 5V également, on passe toujours par les condensateurs de découplage à proximité immédiate. Et c'est gagné. En 50, hein, surtout pour le VCC, c'est quand même par là que passe tout le courant de la carte. Et là, si on fait bien les choses, on part du condensateur, c'est encore mieux. Le GND, il va rejoindre tranquillement le point milieu qui est ici. Alors, l'ensemble de ces GND, ils seront recouverts par le plan de masse. Mais c'est pas une raison pour ne pas les router, clairement. J'essaierai d'expliquer ça. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que j'aimerais bien que la masse elle passe par en haut. J'ai à peine la place. On va voir ce que ça donne. Si je passe même avec une petite piste, ça suffira. Hein. Ça devrait le faire. Non, c'est pas la masse, pardon. C'est le VCC que je voulais passer ici. La masse, elle passera par en dessous là. En montant le 3-3, on voit que la masse aura aucune difficulté pour passer par ici. Ouais, mais du coup, elle vient casser la liaison de VCC. Donc je vais être obligé, a priori, de mettre un VCC sur le top. Il n'y a pas le choix, j'ai envie de garder la masse ici. Alors ça sous-entend de venir mettre un via de VCC à peu près par là. Bon, c'est jamais cool, mais c'est pas bien grave. Plutôt en 50, hein, en plus on est sur une alime. Mais je sais pas trop où l'emmener. Alors est-ce qu'on passe quand même par au-dessus le GND ou j'ai pas envie d'aller trop loin. Là, je suis quand même pas loin du net de GND, on va voir. Peut-être faire quelque chose comme ça éventuellement. Ou alors on descend la résistance, on se donne un peu de place, c'est possible aussi. Ouais, je vais changer un petit peu la position de la LED.
Je vais essayer de la mettre comme ça, cette résistance. Alors, évidemment, ça fait faire pas mal de changements. Voilà, notamment sur le 3-3. Ou quelque chose comme ça peut-être. Et puis, ça me permet de mettre ma LED à peu près dans ce coin-là, alors en enlevant bien sûr les petits bouts de piste qu'on suivi. Voilà. Quitte à devoir lui ramener après une masse, hein, il n'y aura peut-être pas le choix. Mais ça peut favoriser l'espace dont on manquait un petit peu par ici. Là. Voilà, ça c'est pas mal. Comme ça, le croisement de VCC il est relativement succinct et on devrait réussir à le faire passer côté bottom par ici avec une piste pas trop épaisse. Il n'y a pas énormément de courant dans le moteur donc ça devrait le faire. C'est vrai qu'on est un petit peu limite. Mais ça passe. Il y avait même moyen, je m'en rends compte, de faire autrement. Alors c'est pas forcément conseillé mais on gagne 2 via alors bon, ça se discute. Je pourrais passer par là. C'est toujours ça de prix. Bon là on est pas mal. Il nous reste un 5 volts à emmener par en bas. Eh ben, il n'y a pas besoin de via pour y aller. Si on observe bien les choses, on se rend compte qu'on peut contourner par là. Et on y est. Voilà. On est pas mal. L'avantage d'avoir placé les plans de masse sur le côté, c'est qu'on prend conscience du fait que les îlots de masse, qui vont être des morceaux de plans de masse un peu partout, là, sont isolés les uns les autres. On voit les petits traits là qui nous indiquent bien que ces masses-là ne sont pas reliées pour l'instant. Donc il n'y a pas le choix, on va être obligé de mettre des vias de masse pour les relier entre elles. Et c'est vraiment la raison qui fait que je vous impose de déplacer ces plans de masse sur le côté, temporairement, pour qu'on prenne bien conscience que ces masses doivent être reliées. Sinon, c'est un bug qui n'est pas facile à trouver et qui peut vraiment poser beaucoup de problèmes. Alors, je vais y aller comme ça. Hein. On remarque d'ailleurs que la petite astuce suivante va nous permettre de relier les masses côté bottom. Je vais me déplacer comme ça, y aller côté bottom par ici. Et on relie la masse avec la voisine. Ici, on est direct. Là, on ne peut pas rejoindre facilement, avec ce point-là notamment. Alors ça nous embête, hein, on a bien envie de modifier un peu encore les choses ici, notamment pour que cette piste-là contourne. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais la redessiner en passant par en dessous. Et ça va nous donner la masse sans problème pour notre LED en 50. Voilà. Alors à la fin, c'est pas toujours évident de voir ce qui manque. On voit ici une masse qui n'est pas routée. On pourra la ressortir par l'extérieur ici si on souhaite. Mais on n'arrivera pas à rejoindre le bouton poussoir. C'est pas grave, je vais quand même contourner la carte. Au moins pour arroser la... Alors je fais des petites pistes parce qu'elles seront recouvertes dans le plan de masse. Donc j'ai pas nécessité de faire des grosses pistes pour ça. C'est vraiment pour montrer par où vont passer ces masses-là. Pour prouver qu'elles sont bien reliées et qu'il n'y a pas de problème. Je vais laisser un petit peu de place sur l'extérieur de la carte. Là. Ça favorisera également que la carte soit entourée par des masses, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis, il me reste cette masse-là qui n'est pas reliée. Non, il en reste deux ici. Alors là, c'est de la rigolade depuis que j'ai modifié ma clearance, il va l'accepter. Voilà. Et puis, ici, j'avais oublié ce signal. Et la masse qui est là ne touche pas celle-ci. En fait, hein, c'est toute la masse du bloc alim qui ne rejoint pas tout le bloc de droite. Un via s'impose par ici, clairement. Bon, je vais le mettre par là, éventuellement. Voilà. Alors, je vais faire exprès là de profiter de la résistance. Normalement, je devrais mettre un via, hein, je ne devrais pas arriver en rouge sur ce composant traversant, mais justement, c'est l'exception qui confirme la règle. Quand on a une résistance comme ça, rien ne nous interdit de le faire. Alors, c'est ici d'ailleurs. Bon, étant donné qu'on a une chance sur deux d'oublier de souder la résistance côté top, je vais quand même mettre un via par acquis de conscience pour être sûr que ce soit relié.
Hop là, puis j'ai supprimé par erreur celui-là, je le remets. Alors je pense avoir terminé mon routage. Je lance le design rule check. Alors déjà j'enregistre mon fichier. Je lance le design rule check. Alors pardon, vous n'avez pas le raccourci, dans Tools Design Rule Check, et je fais Run Design Rule Check, yes, et j'ai aucune erreur. Alors je vais provoquer des erreurs pour vous montrer ce qui se passe, hein. Je l'ai déjà fait dans le tuto d'ailleurs, mais en gros, si j'ai fait des bêtises, parce que j'ai fait, il faudra pas que je le fasse. Tant pis, il veut pas. Bon, bref, les erreurs nous montrent les courts-circuits, nous montrent les clearances éventuellement pas respectées, et puis les unrouted net si j'en ai oublié. Donc c'est important de bien vérifier ça, y compris au dernier moment avant de déposer votre PCB. Je m'arrange pour mettre le texte quelque part où j'ai de la place. Ça, je le mets sous l'écran parce que comme ça, une fois que l'écran sera là, on ne le verra plus. C'est vraiment utile à la fabrication. Je vais le mettre là. Je vais remettre mes plans de masse directement sur le circuit, en corrigeant leur taille, bien sûr. Bottom pour sélectionner que celui qui est sur le bottom. Et puis, il faut bien sûr penser à les régénérer. Donc, Tools, Polygon Power, Repower. Et on a ainsi deux plans de masse qui recouvrent l'ensemble des masses. D'ailleurs, si je fais un contrôle-clic sur les masses, on voit bien que toutes les pistes de masse que j'ai pu dessiner, on le verra plus sur le bottom d'ailleurs, hein, ces pistes-là, là, on voit un petit peu ici, sont noyées dans le plan. C'était le but. Et on voit que les îlots, donc là j'ai un îlot de masse qui a l'air d'être isolé avec les autres plans, hein, qui n'a pas l'air d'être relié. Ah bah, heureusement, il y a un via qui m'assure que moi je penserai à souder de chaque côté et donc de relier avec le plan de masse qui est côté top. Pareil pour cet îlot, pareil pour cet îlot. Ah, d'ailleurs, c'est pas un îlot parce qu'il touche ce truc-là, donc ça va. Mais ça rejoint bien l'îlot qui est ici, alors qui en fait n'est pas isolé, hein. On voit que ça passe par là, tant mieux. Qui peut le plus, peut le moins, mais ça passe par l'extérieur, donc tant mieux. C'était quand même pas gagné. J'avais fait exprès justement de déplacer la piste pour que ça puisse passer, c'est pas plus mal. J'aime autant quand les masses comme ça recouvrent bien et sont bien homogènes. Voilà. CTRL-clic. Je relance mon DRC, on sait jamais, il n'y a pas de bêtises. Au dernier moment que j'ai fait ça, je peux aller chercher à valider mon PCB pour aller le déposer. Une petite vue 3D pour contrôler que ça nous semble OK en termes de conflit de composants. Les connecteurs sont accessibles. Je pourrais également, il n'y a pas de conflit non plus sur les connecteurs qui sont branchés à ceux-là. On regarde un peu sur le bottom, on a bien nos composants CMS sur le bottom, ce qui est plutôt pratique. C'est surtout pratique pour le routage en fait, hein. Voilà. Et je vais pouvoir ouvrir ce qu'on appelle la fiche vérif PCB avant fabrication, qui nous permet de vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Dans cette fiche vérif PCB avant fabrication, alors je ne vais pas prendre le temps de lire l'ensemble des éléments puisque je vous laisse le faire pour votre propre projet, hein, mais dans l'idée, on doit vérifier l'ensemble des étapes. Je vous conseille même une lecture de la fiche avant de commencer parce que ça vous évite de faire les bêtises et donc d'avoir à les corriger ensuite. Et donc quand on a validé l'ensemble de ces étapes, on peut déposer notre circuit dans la demande de validation par l'enseignant. Alors, à un moment donné dans cette fiche, on vous demande de simuler votre demande de réalisation du circuit par un sous-traitant. Donc là, on a pris un exemple chez le sous-traitant Eurocircuit. Ça vous permet de prendre conscience de comment on fait, on va dire comment fait un ingénieur pour déposer une demande de fabrication d'un PCB, et puis de voir comment fonctionnent ces outils-là. C'est assez intéressant, notamment parce qu'il y a également une vérification d'erreur intégrée à ces outils. Donc on vous invite à ouvrir un fichier output job sous Altium là, qui permet de générer les fichiers qui permettent la fabrication du PCB, hein, ce qu'on appelle les fichiers Gerber. Dans ces fichiers Gerber, on a chaque couche qui est représentée par un fichier, et puis un fichier de perçage en .txt qui doit également être fourni. On obtient une vue comme celle-ci sur Eurocircuit, avec un devis si on devait fabriquer un PCB, un circuit, avec une date, mettons, de 3 jours ouvrés, et puis une qualité qui dépend de ce que vous avez indiqué comme circuit. Et puis quand on a terminé tout ça, on peut renommer notre PCB et aller le déposer à l'endroit indiqué. Lorsque vous déposez votre PCB, uniquement en fournissant le fichier PCBdoc, hein, sur le dépôt, il est relu par un enseignant et vous obtenez ensuite
Alors ça dépend du contexte dans lequel vous réalisez votre projet, hein, ça c'est vrai un petit peu pour les liens. Vous obtenez ensuite un feedback qui dépend de ce que vous avez déposé. Alors ici c'est ce qu'on a fait en 2020 avec un feedback sous forme d'un classeur partagé. Et puis chaque binôme voyait son PCB soit accepté soit refusé en l'état, avec un certain nombre d'erreurs. Les erreurs les plus fréquentes sont recensées dans un onglet qui indique la liste des consignes à respecter. Et généralement, plus vous tombez sur ces erreurs-là, plus l'enseignant, ça l'énerve. Et donc plus vous avez intérêt à faire attention de ne pas tomber sur ces erreurs-là. Alors les grands motifs de refus de PCB, c'est des pistes beaucoup trop fines. Si vous avez tout routé en 12 000 par exemple, ça veut dire que vous prenez trop de risques et que ça ne marchera pas. Il y a des gros risques de micro-coupures. Des pistes non soudables, ça c'est le premier motif de refus, avec des arrivées côté top hein, sur des composants traversants. Un DRC qui ne passe pas, si au moment du design rule check ça passe pas parce qu'il y a des courts-circuits, des pistes qui manquent, etc., bah, ça veut dire que vous n'êtes pas conforme au schéma. Donc si on usine en l'état, c'est à vos risques et périls, hein, mais ça peut être une carte qui est absolument inutilisable. Le fait de ne pas router certains GND en faisant confiance au plan de masse est également une erreur, dans le sens où parfois les îlots de masse peuvent être isolés. Donc clairement, en déplaçant les plans de masse en dehors du PCB et en routant tous les GND, on élimine ce risque-là, à condition là aussi de ne pas arriver en rouge sur les composants traversants. L'absence de plan de masse est également un motif régulier, ou la mauvaise configuration des plans de masse. Alors les plans de masse qu'on a fournis, ils sont bien configurés, c'est-à-dire dans notre procédé de fabrication, on conseille une distance de 40 milles entre toute piste et son plan. Vous voyez ici, il y a 40 000. Pour modifier ça, c'est vrai que c'est un petit peu pénible sous Altium. Si vous avez par mégarde supprimé les plans de masse, vous pouvez les recréer et bien penser à vous rendre dans Design Rules et à créer une règle de clearance qui indique que lorsque on est dans le polygone bot GND ou dans le polygone top GND, et ça doit correspondre au nom que vous avez donné à vos plans, eh bien il y a bien 40 000 de clearance, en mettant 40 ici, euh, pour, euh, pour la config de ces plans, ce qui veut dire que quand vous souderez, il y a moins de risque de provoquer un court-circuit entre, entre un pad et puis le plan de masse. On a moins le problème hein, sur des cartes industrielles avec du vernis, de façon évidente, hein, puisque toute boule d'étain ne vient pas au contact du morceau de plan qui est à côté. Voilà les principales erreurs. En suivant ce fichier, normalement, vous êtes paré et ça peut franchement vous aider à faire un travail plus rapide, plus propre, qui respecte l'ensemble des règles de fabrication et qui, j'espère, vous fera valider votre PCB du premier coup. Bon courage!